Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Arrêt au stand. Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro sur Télé Grenoble Arrêt au stand, votre émission 100% sport méca. Alors ici, on va vous emmener au cœur des courses auto et moto. Vous allez découvrir les essais automobiles des dernières voitures, le tout dans des paysages assez splendides du territoire. Chaque semaine, nous aurons un invité avec qui on va retracer sa carrière ainsi que ses moments forts. Et pour parler de tous ces sujets, je serai accompagnée d'un consultant de choc, Yves Lemaître. Alors bonjour Yves, les téléspectateurs le découvriront un petit peu au fur et à mesure, mais c'est vous qui allez nous apporter toutes ces précisions techniques et qui ferez les essais de voitures. Bonjour Charlotte, bonjour Olivier, bonjour à tous. En effet, je vais essayer d'apporter un petit soutien technique et de conduite sur toute cette émission qui est vraiment intéressante et très très riche sur notre territoire. Oui, parce que c'est un petit peu ton bébé, on peut dire ça, cette émission. J'ai fait quelques années de course automobile et le projet de Télé Grenoble a apporté un peu cette connaissance des pilotes du territoire et puis quelques connaissances sur les voitures à essayer. C'est un vrai plaisir d'avoir travaillé et d'avoir préparé cette émission. Alors sans plus tarder, on va découvrir le sommaire de cette première d'Arrêt au stand. Pour cette première, nous partirons nous dépayser loin des frontières de notre département, de l'autre côté de la Méditerranée, pour la deuxième édition du rallye Gazelle-Maine, une course pas comme les autres où il est plus question d'orientation que de vitesse. Vous découvrirez notre rubrique Top Chrono où nous allons mettre à l'épreuve notre invité sur un circuit de karting. Et puis direction les routes du Vercors pour notre essai automobile avec la Hyundai Kona électrique, un SUV qui pourrait bien remplacer un véhicule thermique grâce à son autonomie. Et qui dit première émission, dit invité de prestige. Merci Olivier Panis d'être là pour cette première et un petit peu d'inaugurer cette émission. De rien, c'est avec grand plaisir, étant grenoblois et fier de l'être, de participer à la première émission de Télé Grenoble autour du sport automobile ou de l'automobile en général. C'est un grand plaisir. Alors tout le monde vous connaît pour votre carrière en Formule 1, mais nous ici on va essayer de retracer un petit peu votre carrière. Et moi j'ai envie de vous demander comment est-ce que tout a commencé, comment est-ce que vous avez démarré l'automobile ? Alors j'avais des parents qui étaient dans l'automobile déjà, mon père était garagiste, ma maman aimait ça aussi, donc c'est vrai que j'ai baigné dans ce monde-là. Et puis après j'ai fait comme pas mal de pilotes, j'ai eu la chance de pouvoir commencer par le karting et les choses ont évolué au fil du temps. Et puis après, bien sûr, financièrement, je n'étais pas capable de financer une saison de sport automobile. Donc, j'ai fait le volant Elf Winfield, qui était une école de pilotage, dont j'en suis sorti lauréat, et ce qui m'a permis après, au fur et à mesure des années, d'arriver à la Formule 1. Justement, Winfield, tu as pas mal de questions, Yves. Ouais, combien d'années de karting, Olivier, précisément, avant d'attaquer l'école de pilotage ? Écoute, par rapport à d'autres, j'en ai fait peut-être un peu moins. J'ai fait 5 ans de karting. Après, à la fin, j'étais pilote d'usine chez Tony Kart pour les championnats du monde. Et puis, avant, pour attaquer le sport automobile, il fallait avoir le permis de conduire par rapport à maintenant. Donc, il fallait attendre d'avoir 18 ans. J'ai même fait un peu plus tard que 18 ans. Et j'ai fait cette école de Winfield, qui était quelque chose de très prestigieux à l'époque. Alors un petit mot sur Winfield. Winfield, c'est une école de pilotage que j'ai fait d'ailleurs l'année d'après d'Olivier, parce qu'on est quasiment de la même génération. Et c'est un principe où on suit des cours de pilotage et puis petit à petit on monte en puissance. Et puis ça sélectionne des pilotes, un peu sur le principe de Rallye Jeune aujourd'hui d'ailleurs, pour à la sortie élire un nommé qui bénéficie la saison suivante d'une saison, on va dire, financée par les partenaires de l'école. Et la carrière d'Olivier a vraiment démarré là. Donc, on est passé en Formule Renault, c'est ça Tout à fait. Donc, quand j'ai été lauréat de cette compétition, j'ai fait ma première année en Formule Renault. Et le sponsor à l'époque, je ne sais pas si on peut le nommer, mais peu importe, c'était Elf. Nous disait, voilà, tu as 1 an pour apprendre, 1 an pour gagner. Si tu ne gagnes pas la deuxième année, tu rentres chez toi. Enfin, c'était clair et net, au moins, comme ça, il n'y avait pas de surprise. Et avec beaucoup de chance, on était grâce à leur soutien, souvent dans les meilleures équipes. Donc, il fallait faire ses preuves. Donc, j'ai fait la première année en Formule Renault. J'étais champion de France l'année d'après. La première année en F3, j'ai fait 4e. L'année d'après, j'étais vice-champion, mais ils m'ont gardé parce que j'avais gagné plus de courses que le premier.
qui était un Grenoblois aussi, enfin de la région grenobloise à l'époque, c'était Christophe Bouchu. Et après, je suis monté en Formule 3000, première année. Deuxième année, j'ai été champion d'Europe, ce qui m'a permis d'accéder à la Formule 1. C'est vrai que ça s'est tout fait assez vite, de façon très rapide, entre le monde amateur à semi-pro et ensuite professionnel. Oui, et c'était un peu la marche à suivre pour Elf, c'est malgré tout de progresser très vite, de gagner des championnats. Et le but pour eux, c'était d'arriver en Formule 1 le plus tôt possible. Et ils faisaient ça chaque année. Il y avait des nouveaux élèves. Il y avait à peu près 300 élèves au Paul Ricard, 300 élèves à Manicourt. On était 600 élèves. Ils en gardaient 2. Donc c'est vrai que l'entonnoir, il était très étroit. Mais grâce à eux, c'est comme ça que je suis arrivé en Formule 1. Alors avant justement d'arriver sur les circuits de Formule 1, on va passer à notre rubrique en piste. Alors pour la première course de la saison, on vous emmène au Maroc à la découverte du rallye Gazelle-Edmen. Un rallye raid pas comme les autres où la boussole et la carte sont les meilleurs alliés des équipages. C'est dans ces somptueux paysages du sud du Maroc que se déroule le rallye Gazelle-Edmen. Ici, il n'est pas question de vitesse, mais plutôt d'orientation. Pendant les 8 jours du rallye, les équipages vont parcourir plus de 1000 km dans le désert marocain. Pour cette deuxième édition, plusieurs Isérois ont pris part à l'aventure, avec d'abord un équipage 100% de l'Alpe d'Huez, le numéro 114 composé de David et Sandra. Autre Isérois dans l'équipage 107, cette fois-ci, le Grenoblois Jérémy Raffin en charge de la navigation, un élément plus qu'important dans cette compétition. Et oui, les équipages reçoivent ce que l'on appelle un roadbook et découvrent ainsi leur tracé du jour, un document qui ne mentionne que les coordonnées géographiques, les caps et distances des contrôles de passage quotidiens. Bye bye le GPS, c'est à l'aide d'une boussole, d'une règle de navigation et d'une carte que les participants tracent leur route et décident de leurs itinéraires, car dans cette compétition, il n'y a pas de chronomètre. Pour gagner, le but est de faire le moins de kilomètres possible tout en validant les points de contrôle. Donc il faut repartir par là-bas en prenant comme base la gauche de la montagne qu'on voit au premier plan. Par là-bas. Et si je vise par là-bas, « 42 degrés. Donc ça fait 41 sur ma carte. Non mais du coup on était un peu paumé et du coup j'ai utilisé ce qu'on voyait depuis tout à l'heure. On a aussi utilisé la position du soleil pour il va se coucher et on sait qu'il est à l'ouest. Donc je sais comment orienter ma carte par rapport à ça et après je pense qu'en fait on était en train de suivre une route, qu'on était assez serein. Sauf que à force de la suivre on se rend compte qu'on a dépassé le point et du coup on n'a pas dû suivre exactement le bon point, donc on va repartir par là-bas et je pense qu'on devrait trouver la balise. Pour l'instant c'est que le début, donc un petit peu de dune ce matin, mais par rapport à hier, c'est la routine, quoi, hein, ça va tout bien. Et puis non, c'était varié pour les premiers kilomètres, donc voilà. Et puis là, petit à petit, on découvre en indiquant nos distances et nos caps qu'on va passer dans les montagnes, dans des trous, dans des bosses, je pense des choix de pistes un petit peu comme avant-hier. Donc voilà, et pour l'instant tout s'avance bien, pas de vent, sauf quand l'hélico est là, du soleil, tout bien, quoi. Pour l'équipage de l'Alpe d'Huez, plutôt habitué à la neige qu'au sable, on découvre les subtilités de la conduite dans le désert. Nous on est tout le temps l'hiver dans la neige, donc on s'est dit c'est à peu près pareil, mais non, c'est pas tout à fait pareil quand même. Alors c'est vrai que ça surfe un petit peu, etc. Mais il faut bien déjà sentir et appréhender les pentes quand ça casse un petit peu, etc. pour pas décoller, pour passer en sécurité. Donc voilà, c'est plus ça, c'est tout ce qui est franchissement frontal, bien appréhender la vitesse dessus, quoi. Autre découverte pour cette compétition, l'esprit d'entraide présent entre les différentes équipes.
carrément. C'est vrai qu'au départ, on s'était dit pourquoi faut s'attendre, etc. Mais on se rend compte que voilà, les dunes, c'est raide. Il y a toujours quelqu'un qui fait une erreur, qui loupe une vitesse ou autre. Et le fait de se sangler, ça permet de gagner pas quelques heures de pelletage, mais quasiment quand même, quoi. Voilà. Et c'est vrai que pour nous, c'était rassurant également de bien choper la trace. Les caps, il n'y a pas de souci, ça on maîtrise, mais choper la bonne trace dans les dunes avec le bon profil, etc. Voilà, on connaissait la théorie, là on a la pratique. Après 5 étapes sur plus d'une semaine, les aventuriers repartent avec des souvenirs plein la tête et surtout gardent un bilan très positif de cette expérience. Non, c'était très cool, on a appris tout au long de la semaine. Le début était compliqué et après de moins en moins compliqué. On a fait plein d'erreurs chaque jour et aujourd'hui on s'est dit c'est la journée où on ne fait pas d'erreurs. Et je crois qu'on a bien géré. Très très belle journée. Très belle journée. Ouais. On a géré notre temps, on a géré le véhicule, on l'a pas cassé, on n'a rien fait. On a fait le moins de kilomètres possible, donc on a 5 km sur les 140 qu'on avait à faire, sachant que c'était pas des trucs très faciles souvent. Donc on est content et voilà, ça met un beau point final à toute l'aventure. Pour leur première participation au rallye Gazelle-Endmen, l'équipage de Sandra et David finit 4e. Quant à Jérémy et son coéquipier Javier, ils se classent à la 21e position. En tout, 35 équipes avaient pris le départ de l'aventure dans la catégorie 4x4. Et alors pour ceux qui seraient intéressés, la prochaine édition du rallye Gazelle-Endmen, ce sera en novembre du 3 au 8 novembre. Et vous pouvez déjà vous inscrire sur le site de gazelendmenrally.com. Est-ce que vous, Olivier, typiquement, c'est quelque chose qui vous intéresserait de faire du rallye raid ? Pas du tout. Déjà que je me perds dans Grenoble, donc honnêtement, je pense que c'est pas pour moi. La boussole, mais je trouve la ça, carte, non. Je trouve ça génial, j'adore, je regarde, mais non, c'est pas un truc qui m'attire. Parce que oui, vous, votre spécialité, c'est plus l'asphalte. Et justement, on va revenir à cette carrière en Formule 1. Comment ça a commencé ? Comment s'est passé le premier contact avec ce milieu qui reste quand même assez fermé, on peut dire ? Ah oui, c'est un monde très fermé. Hein. Tu as 20 pilotes dans le monde. Tu vis avec, pendant des années, pour moi, 12 ans, avec un microcosme. Hein. C'est 500 personnes que tu connais et que tu vis avec pendant 12 ans. Donc oui, c'est quand même très, très fermé. Mais d'un autre côté, c'est tellement magique de conduire ces voitures. Même des fois, d'expliquer les performances de ces voitures, on nous prend des fois un peu pour des mythos, mais c'est tellement perfo que c'est juste un plaisir incroyable qu'on ne retrouvera jamais. Après, c'est un monde très particulier, c'est un monde de haut niveau, c'est le sport de haut niveau, c'est l'excellence, on nous demande beaucoup. C'est un sport au véhicule pas mal d'argent aussi, donc quand arrive un jeune comme moi qui arrive, c'est un peu choquant tout ça, donc il faut apprendre à vivre avec tout ça, rester très humble et très à l'écart des fois, mais c'est un monde fantastique, surtout dans la voiture. Et alors, justement, comment ça s'est passé le moment où vous êtes arrivé dans le monde de la Formule 1 ? C'est la chance que j'ai eue pour arriver en Formule 1, c'est que j'ai été champion d'Europe de Formule 3000. Et à l'époque, ses partenaires qui étaient aussi en Formule 1, je suis arrivé chez Ligier, à l'époque, une écurie française. Guy Ligier était un homme fantastique qui a donné beaucoup de chance à des jeunes pilotes, qui a misé sur des jeunes pilotes, dont j'ai fait partie. Et là, j'ai acquis de l'expérience. J'ai eu beaucoup de chance la première année de faire déjà des podiums en Formule 1, des bons résultats. Et ce qui m'a permis de monter en puissance d'année après année, de changer de... J'ai fait jusqu'à 96 avec Ligier quand j'ai gagné Monaco. Après, je suis resté chez Prost Grand Prix, qui avait racheté Ligier donc en 99. Après, j'ai connu McLaren, Baronda et Toyota. Donc, j'ai connu des constructeurs très différents. Mais c'était à peu près la même chose. Après, on cherchait l'excellence dans la performance. C'était un vrai... Alors, on dit les pilotes de Formule 1, ils sont assis physiquement, c'est quelque chose de très dur. Et après, il y a une implication personnelle pour développer les voitures avec les ingénieurs, avec l'équipe. Il y a vraiment du travail en amont. On fait voir que les courses automobiles, mais avant ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il se passe quoi dans votre tête quand vous prenez le premier départ de votre course en Grand Prix ? C'était mon rêve depuis tout jeune. Hein. Donc, c'était le Grand Prix du Brésil. À cette époque-là, je n'avais pas un contrat ferme. On me convoquait course par course parce que Ligier était dans une passe difficile à les vendre à un nouveau propriétaire qui a été Flavio Briatore. Et à partir de là, j'ai eu un contrat à long terme. Mais je m'en foutais, quoi. Je veux dire, de vivre cette expérience. Premier Grand Prix d'F1 au Brésil, c'était juste exceptionnel. De rencontrer des pilotes comme Ayrton Senna, comme Alain Prost, que je connaissais auparavant, ou d'autres. Tu faisais partie quand même d'un cercle très fermé de pilotes de Formule 1.
Alors, vous l'avez dit, vous avez commencé votre carrière en 94 avec la F1 et 2 ans après, il se passe ce que tous les pilotes français rêveraient d'avoir, le Grand Prix de Monaco, que vous gagnez. C'est une course vraiment au scénario incroyable. Vous partez 14e, vous dépassez 7 voitures sous la pluie. Il y a de nombreux accidents, de nombreux abandons et au bout, la victoire. Quel souvenir vous gardez de cette journée ? Je garde un souvenir fantastique parce que c'était quelque chose d'énorme, en tout cas pour ma carrière et puis pour mon entourage, pour les partenaires qui ont cru en moi. Mais cette course, je l'avais préparée bien en amont parce que je savais que ma voiture pouvait faire des résultats à Monaco. Donc quand j'avais travaillé 2 semaines avant avec les ingénieurs pour préparer cette course, malheureusement j'étais très performant en qualification et j'ai eu un problème électrique, donc j'ai pas pu me qualifier comme je voulais, donc j'étais parti 14e. Mais c'est drôle parce qu'il y a des choses dans la vie que quand tu les sens, eh ben, des fois elles se passent. Et le matin, quand je me suis levé le dimanche matin, je sais, j'étais avec Anne, avec ma femme, et je lui ai dit aujourd'hui je vais faire un podium. Je pense qu'elle m'a vraiment pris pour un fou, j'aurais jamais pensé gagner la course, honnêtement. Mais je pense qu'elle a dû dire non mais il a craqué complètement. Et j'ai fait le warm-up, j'ai fait le meilleur temps du warm-up. Donc tout le monde disait ah ils ont fait le meilleur temps parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'essence. Enfin bon ça c'est de la technique. Et après en course j'étais vraiment sur un nuage. Mais même quand j'ai revu moi la course, des fois je me suis dit mais t'as fait des choses comme ça. Putain, c'était quand même risqué. Mais dans la voiture j'avais l'impression qu'il ne pouvait rien m'arriver. Et la finalité c'est la victoire. Donc oui c'est quelque chose de magique. Mais justement, dans la voiture, qu'est-ce qui se passe quand vous entendez les abandons qui se succèdent, que vous gagnez des places ? Qu'est-ce qui se passe un petit peu pendant la course ? Tu te dis, je vais peut-être arriver à faire un podium. En fait, j'avais doublé 7 voitures sous la pluie parce que la voiture était très performante et moi aussi. Au ravitaillement, on avait doublé des voitures au stand parce qu'on avait fait une très bonne stratégie. Après, j'ai doublé Eddie Irvine, on s'est touché. Hein, j'aurais pu rester sur le carreau. Hein, tu le tentes 10 fois, normalement 9 fois, tu restes sur le carreau. Donc voilà, j'avais la réussite. Et c'est surtout qu'avant la fin de la course, c'est où tu fais 300 km ou 2 heures de course. Donc avec la pluie et tout, on arrivait en timing. Et là, ils m'ont demandé 6 tours avant de rentrer au stand pour mettre de l'essence, parce que je n'arriverais pas à aller au bout avec l'essence. Et j'ai dit non. J'ai dit je vais gérer la consommation. Dites-moi quand je suis dans le bon timing. Donc tous les tours, ils me disaient la consommation que j'avais. Et comme ça allait finir avec le temps, on a eu cette chance, hein, parce que j'ai fait le tour d'honneur avec ce drapeau qu'un spectateur m'avait donné. Je me rappellerai, c'était dans la descente de Mirabeau. On a coupé la voiture pour le podium, on ne l'a jamais remis en route parce qu'il n'y avait plus d'essence. Donc voilà, ça fait partie de la réussite. Et justement, en plus, Monaco, c'est vrai que c'est un Grand Prix qui a vraiment cette notion de prestige, quoi. Moi, mon but en Formule 1, ma passion, ça a toujours été de me battre pour le championnat du monde, ce qui m'est arrivé l'année d'après avant mon accident. Mais gagner Monaco, c'est ce que espèrent tous les pilotes de Formule 1 parce que c'est le circuit atypique, mythique, on va dire VIP. Enfin, de toute façon, tu as les 3 plus grandes courses dans le monde. Tu as les 24 heures du Mans, Indianapolis et les Grands Prix de Monaco. C'est les 3 courses les plus regardées au monde. Et en plus, c'est un circuit tellement atypique, c'est quelque chose de magique. Alors justement, ce jour-là, parmi les pilotes qui ont dû abandonner, il y avait Michael Schumacher. Vous faites partie des pilotes qui nous ont un peu donné de ses nouvelles suite à son accident en 2014. Est-ce qu'aujourd'hui, il a fêté ses 50 ans il n'y a pas très longtemps, ou vous avez des nouvelles aujourd'hui ? Pas vraiment. Je pense qu'on a fait comme tout le monde. On a laissé un peu tranquille. Moi, j'ai passé des moments avec Michael. C'était juste quelqu'un d'exceptionnel humainement. Honnêtement, c'était vraiment un très grand personnage, très grand champion évidemment. Mais c'est vrai que j'ai commencé en 94, je suis resté à peu près 10 ans avec lui, à le côtoyer à toutes les courses. Tous les dimanches soirs, quand on buvait un verre de vin, des fois on fumait un cigare, parce que il aimait ça, ce côté convivial avec ses potes. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a amené beaucoup à la Formule 1. Et de le voir aujourd'hui, je ne peux pas le voir parce que voilà, on respecte la famille et tout ce qui va autour. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il va s'en sortir et qu'il va pouvoir avoir une vie normale pour profiter un peu de toutes ces grandes choses qu'il a fait. Alors, on va revenir justement avec toi, Yves, sur la carrière de Olivier Panis en Formule 1. Il a fait pas mal d'écuries, notamment avec Alain Prost. C'est ce que vous nous disiez. Comment ça se passe un petit peu ? Techniquement, déjà, quelle voiture, quelle Formule 1 t'a le plus marqué de toutes celles que tu as conduites ? S'il y en a une qui sort du lot ou c'était tout assez similaire ? Non, j'ai eu la chance de conduire la meilleure voiture du moment quand j'ai fait 3e pilote chez McLaren et pilote d'essai en 2000. Franchement, ça change la vie de conduire la meilleure voiture. C'est un plaisir incroyable. Tu vas 2 secondes plus vite et tu prends moins de risques. Donc non, cette voiture, c'était juste magique.
Après, j'ai connu Prost Grand Prix, ça a été une aventure magnifique, honnêtement, et j'aurais aimé qu'elle continue parce que je pense qu'Alain était le seul capable de faire quelque chose comme ça. Mais dans la vie, voilà, tout ne sourit pas tout le temps. Mais j'ai passé des moments extraordinaires. J'ai conduit des bonnes voitures. 97, on se bat pour le championnat du monde quand même. Hein. Juste avant mon accident, je suis 2e au championnat du monde. On avait vraiment un package incroyable. 98, 99, 98 surtout, c'était le nouveau règlement. On s'est trompé complètement techniquement. Donc on a souffert. 99, c'était une belle année. Puis après, j'avais envie un peu d'air frais, de changer, un peu de crèmerie, comme on dit, mais surtout d'avoir de nouveaux challenges. Et après, j'ai eu 2 années fantastiques chez Baronda avec Jacques Villeneuve et 4 années chez Toyota, superbe. Oui, j'ai eu beaucoup de chance de conduire des très très bonnes voitures dans de très grandes équipes. J'ai gagné qu'un Grand Prix, c'est un peu on va dire, pas mon regret parce que je regrette pas la chance que j'ai eue. Donc c'est pas du regret, mais j'aurais aimé en gagner plus. J'ai fait pas mal de podiums, mais j'ai connu l'excellence pendant 10 ans et des aventures exceptionnelles. Tu côtoies Alain Prost encore maintenant un petit peu, non? Oui. Vous êtes en relation? On est toujours resté en bons termes, même si on n'a pas toujours été d'accord sur tout. Mais Alain, c'est un grand champion. Hein, je veux dire, il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est un personnage à connaître. Et on a été équipier au Trophée Andros après chez Toyota. Quand lui a fait le Trophée Andros, c'est lui qui m'a convié à faire la 2e voiture chez Toyota. Donc oui, on a des très bons rapports et puis beaucoup de respect, surtout pour Alain. Les gens vous connaissent aussi parce que vous êtes le dernier Français à avoir gagné un Grand Prix. Quel regard vous portez un petit peu sur la Formule 1 aujourd'hui et sur des pilotes comme Esteban Ocon, Romain Grosjean ou encore Pierre Gasly qui sont un petit peu dans vos traces, qui aimeraient bien vous succéder un petit peu? Alors moi, je leur souhaite tout ce qu'il y a de mieux et le meilleur pour eux, de gagner des courses, de faire des podiums, parce que je pense que c'est des jeunes qui sont très bons. En plus, je les connais tous les 3. C'est la génération de mon fils. Ils ont même concouru et battu contre Aurélien, donc je les connais très bien. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils auront l'opportunité d'avoir une bonne voiture pour gagner un Grand Prix. Alors oui, le dernier Grand Prix, le dernier vainqueur français d'un Grand Prix, c'était en 96, donc maintenant... ça fait le vieux papy, quoi. Donc il faut qu'il succède, en tout cas. Parce que j'ai jamais été très attaché à toutes ces choses-là. Même si c'est sympathique à un moment donné, mais moi, je leur souhaite le meilleur. Pierre Gasly a du talent. Esteban Ocon, malheureusement, est dans une passe un peu compliquée parce que voilà, la Formule 1, des fois, donne des surprises qu'on ne s'attendait pas. Mais je pense qu'il a du talent. Je pense qu'il faut qu'il apprenne aussi à gérer cette situation. Après, on a Romain Grosjean qui a beaucoup d'expérience, qui est un super pilote, ça fait longtemps qu'il est là. Bon, c'est la génération d'avant. Et puis, on a aussi le petit monégasque qui rentre chez Ferrari. Donc, tous ces jeunes pilotes, on va dire francophones, ils vont avoir de quoi pouvoir peut-être gagner des Grands Prix. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Moi, je suis allé au dernier Grand Prix qui a renoué avec la France, là, au Paul Ricard. J'ai trouvé que les Formule 1 d'aujourd'hui étaient un peu aseptisés par rapport à ton époque. Tu t'en penses quoi? Je trouve que c'est... J'aime pas la Formule 1 d'aujourd'hui. En termes de technologie, enfin en tout cas de motorisation, parce qu'il y a plus ce qui te faisait vibrer ou mettre les poils droits sous les bras, c'était ce bruit exceptionnel. Maintenant, il faut vivre avec son temps. Je pense qu'on est une génération qui a connu des choses qu'on ne connaîtra plus. Mais les jeunes d'aujourd'hui connaissent que ça. Donc je pense que ça leur parle pas d'une part. Et puis d'autre part, ils vivent avec cette nouvelle technologie. Donc il faut accepter ça. Oui, la Formule 1 qu'on a connue, on ne va pas encore passer pour des vieux, mais c'était une autre Formule 1. C'était une autre époque, c'était une autre génération, il n'y avait pas tout ce qui était écologique à cette époque-là, il y avait pas tout ça. Donc aujourd'hui, il faut vivre avec ce temps. Il me plaît, je ne peux pas dire que ça me plaît, parce que voilà, j'ai connu autre chose, mais pour beaucoup de jeunes, tout ce qui arrive, les formules électriques, tout ça, eux, ils suivent ça et ça leur parle. Moi, ça me parle moins. Ouais, c'est exactement le ressenti que j'ai eu. J'ai même ressenti que le pilotage passait un peu au second plan, quoi. Que la techno passait devant et qu'à ton époque, fallait tenir le volant, quoi. Exactement. À notre époque, c'était un sprint, un Grand Prix de Formule 1. On ravitaillait, on changeait les pneus à chaque fois. C'était très ouvert en termes de stratégie, mais aussi c'était un sprint de 2 heures. Aujourd'hui, je dirais, là, c'est la Formule 1 de l'endurance aujourd'hui. Moi, j'ai une écurie avec Fabien Barthez dans l'endurance, avec des prototypes. C'est des courses qui sont faites pour ça, pour gérer la mécanique, gérer la consommation d'essence. C'est ça l'endurance. La Formule 1, c'est pas de l'endurance, c'est du sprint.
Bon, alors nous, à Télé-Grenoble, on est un petit peu joueurs et on a décidé d'emmener Olivier sur un circuit de karting qu'il connaît très bien pour notre séquence top chrono. Bon alors Yves, si j'ai bien compris, il a eu 10 minutes d'essai libre et après 10 minutes pour faire le meilleur temps, c'est ça un petit peu ? C'est exactement ça. Il fallait vérifier si notre invité Olivier avait encore un peu la main. Donc on l'a emmené sur un circuit qu'il connaît très bien, à quelques kilomètres d'ici, c'est notre circuit partenaire. Et on a fixé les règles du jeu. On passe d'abord sur la balance avec le casque et la combinaison pour lester tous nos invités sur la base de 85 kilos. Et puis après, 10 minutes d'essai libre et un tour qualif le meilleur possible pour avoir le petit temps qui est affiché là et puis faire le classement des invités de Télé-Grenoble. C'est ça la finalité. Alors on va dire la vérité avec Olivier, on était tellement content de l'avoir comme notre premier invité parce qu'on a juste la chance d'avoir sur notre territoire un ex-pilote de Formule 1. On s'y est pris à 2 fois, on était obligé d'y retourner 2 fois parce que la météo nous a joué des tours. Mais je crois qu'Olivier a mis la barre assez haute, donc je propose qu'on regarde ça. Exactement, on va voir ça en image. Donc du coup, ça c'est le premier essai. On n'a pas eu beaucoup de chance parce que la piste était un peu humide, il avait plu la veille. Mais je vous laisse voir ça en image. Olivier, fin des essais libres, comment ça s'est passé ? Bah écoute, très bien, commence à reprendre mes marques, donc là je suis chaud, là c'est bon. Eh ben écoute, on va repartir pour 10 minutes, cette fois-ci c'est le tour de vérité, le top chrono d'arrêt au stand. Cette fois c'est parti, on compte sur toi. C'est parti, on y va. Allez, feu ! Feu ! Bon, alors Yves, le verdict, qu'est-ce que ça donne ? Le verdict d'Olivier, c'est un très très bon temps quand même, qui s'est fait dans une deuxième séquence. On y est retourné un peu plus tard en début d'année. Et le temps, c'est simple, je vous le donne, 36,061. Alors forcément, il est premier, c'est le premier invité. Donc il a au moins la chance de rester premier jusqu'à ce que notre deuxième invité arrive. Mais c'est un excellent temps. Je crois qu'Olivier, la barre est assez haute quand même. Hein. Écoute, je sais pas, en tout cas j'ai fait de mon mieux. Le karting, moi ça a été toute ma jeunesse. C'est quelque chose, dès que je peux remonter dans un karting, c'est un plaisir incroyable. Mais bon, tu as des gros invités qui vont arriver, des jeunes, donc ça va être dur à garder. Mais en tout cas, j'ai fait mon maximum.
Et la piste de crawl, je crois que tu la connais quand même. Ah oui, la piste de crawl, j'ai fait des millions de kilomètres là-bas, en kart, mon fils aussi, mon père l'a tenu pas mal d'années. Et en tout cas, ce qu'a fait Franck Ménard et toute son équipe, crawl, c'est magnifique, ils ont fait vraiment une très très belle piste. Donc on a beaucoup de plaisir à y retourner, souvent entre collègues. Je pense que les jeunes vont devoir vraiment mettre la barre assez haute. Moi, je vous dis que 36,061, c'est un très très bon temps. C'est un bon temps par rapport typiquement là, 24 heures du Mans, ça rappelle des souvenirs un petit peu là Dès que tu es dans quelque chose qui est mécanique avec un volant, ça rappelle tout, hein, ça rappelle ton début dans la compétition, tes années passées, puis c'est cette sensation de conduite, quoi. C'est juste ça qui me plaît aujourd'hui. Je fais le trophée Andros l'hiver aussi, c'est pour pur plaisir de conduire et le karting, ça en fait partie. Alors justement, le trophée Andros, on va en parler, parce que c'est une conduite totalement différente des circuits de Formule 1 à la glace du trophée Andros, ça doit être complètement différent. C'est tout à fait différent, c'est ce qui m'a plu, c'est pour ça aussi que j'ai fait le trophée Andros, c'est que j'ai réappris à conduire dans un autre championnat. Pendant 20 ans ou 30 ans, je ne sais même plus, parce que maintenant je commence à être vieux, on m'a dit que pour aller vite, il ne fallait pas glisser. Et pour aller vite au trophée Andros sur glace, il faut rentrer en marche arrière dans les virages. Alors au début, honnêtement, c'est un peu perturbant. Mais après, c'est tellement un plaisir de conduite que dès que je peux faire le trophée Andros, j'y retourne avec grand plaisir. Oui, parce que les dépassements, on voit là dans les virages, c'est assez impressionnant. Des fois, ça se choque un peu, quoi. Ouais, c'est assez rude, mais comme on dit, rude mais correct. Des fois, ça l'est moins, mais ça fait partie du succès du trophée Andros, c'est ces bagarres en peloton et dans des stations magnifiques avec des pilotes extraordinaires, des spécialistes, des pilotes qui viennent de la Formule 1, des pilotes qui viennent du rallye. Donc c'est c'est d'univers très différents, mais ce qui compte, c'est la victoire et le résultat, et puis surtout le plaisir. Il vous a fallu un petit moment d'adaptation. Comment ça s'est passé les premières courses à l'Andros du coup? Oui, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai eu un très bon moniteur que vous connaissez tous très bien, c'est Bertrand Ballas, qui fait ça depuis des années et qui a été un très grand pilote de rallye. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Bertrand à mes côtés, qui m'a appris très vite. Donc j'ai été performant très rapidement, mais avant de gagner, les derniers petits trucs, là ça a mis du temps. Alors je rageais assez parce que 2e, 3e, 4e, 3e... Et quand j'ai compris un peu tout, je me suis mis à gagner. Mais cette année, je le refais. Ce qui me surprend cette année, c'est Aurélien, hein, mon fils, qui n'avait jamais monté dans la voiture et qui est en tête du trophée Andros. Donc je me dis, franchement, tu étais beaucoup moins bon, mais bon, c'est comme ça. Alors justement, félicitations pour le trophée Andros, puisque vous avez gagné là en janvier. Et vous étiez aussi avec Aurélien, comme on voit sur les images. Ça fait quoi de partager cette course avec son fils ? C'est génial. Honnêtement, ça nous est jamais arrivé, donc je suis souvent avec lui, hein, même quand lui court. Mais de partager la même catégorie, et puis au Stade de France, on va partager la même voiture. Donc c'est un moment très privilégié pour moi. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'Aurélien est quelqu'un de très performant et un gamin fantastique. Donc on a beaucoup de chance, je crois, moi et Anne, d'avoir 3 enfants qui sont tout le temps avec nous, proches de nous, et de partager ça avec eux, c'est juste magique. Alors justement, l'électrique, c'est le domaine d'Adrien, mais c'est aussi le domaine de notre essai libre de cette semaine. Alors pour notre essai, Yves, tu es parti sur les routes du Vercors, tester la Hyundai Kona, et on va voir ce qu'elle vaut vraiment sur ces routes. Pour ce premier essai, direction le Vercors et ses superbes paysages pour tester le dernier né des véhicules de la marque coréenne Hyundai, la Kona. Sortie en version diesel et essence, la Kona est également disponible en électrique avec 2 versions, 39 et 64 kWh. Aujourd'hui, c'est la version 64 kWh et ses 204 chevaux qui sont passés au crible avec une question. Est-ce que ce modèle 100% électrique peut faire le poids face à des véhicules thermiques ? Au premier abord, on va retrouver vraiment tout le confort qui est propre à ces voitures électriques. Ce silence, cette suspension, on va dire, apaisante. Enfin, en tout cas, cette atmosphère d'une voiture électrique, c'est-à-dire une conduite douce et agréable. Esthétiquement, cette voiture est un crossover dit urbain. C'est la taille environ d'un Volkswagen T-Roc. On a évidemment une calandre qui est différente à l'avant. Comme on n'a pas de moteur
et besoin de refroidir le moteur, c'est une calandre pleine que vous allez retrouver. Et puis forcément derrière, on a des appendices qui ressemblent à des pots d'échappement, mais ce ne sont pas des pots d'échappement parce qu'il n'y a pas de pots d'échappement sur une voiture électrique, forcément. Lorsqu'on prend le volant de cette voiture, nous avons la possibilité de choisir entre 4 modes. Un mode éco, un mode éco plus, un mode confort et un mode sport. Ces 4 modes vont modifier la puissance de la voiture à chacune de vos conduites. Évidemment, on va vite s'orienter vers le mode sport dès qu'on monte en montagne. Et là, on va retrouver 200 chevaux sous le capot. C'est quand même très très puissant pour un SUV urbain de ce type-là. En mode éco, on est vraiment bluffé par l'autonomie de cette voiture. Elle a une possibilité, je pense, en conduite très tranquille de plus de 400 km. Et 400 km, je crois que nous sommes vraiment en présence d'une voiture 100% électrique qui va vraiment changer les choses dans la tête des gens. Et puis il faut que je vous parle de ces palettes au volant. Alors bien évidemment, sur ce modèle électrique, comme on n'a pas de boîte de vitesse, ces palettes ne servent pas à passer les vitesses pour les monter et les descendre. Mais on va pouvoir comparer ça à un frein qui a la vocation de récupérer l'énergie pour pouvoir augmenter l'autonomie de la batterie. C'est un système extrêmement intéressant. C'est un système de palettes avec une palette à droite qui va permettre de relâcher le frein et de mettre la voiture en roue libre. Et lorsque vous allez vous trouver en descente ou dans une zone de freinage, vous allez utiliser la palette gauche qui va permettre un petit peu comme un frein électrique de camion, sous 3 crans, de pouvoir utiliser un espèce de ralentisseur. Le point noir reste quand même la durée de la charge de cette voiture. On est enchanté par la borne combo qui permettrait une charge de 40 minutes. Et dans ce cadre-là, ça permettrait vraiment de considérer cette voiture extrêmement comparable à un modèle thermique. Cependant, les bornes combo sont extrêmement rares et coûtent encore très cher pour pouvoir se connecter avec un branchement bien spécifique. De façon générale, cette Hyundai Kona électrique est pour moi un véhicule qui se rapproche, et le véhicule qui se rapproche le plus près d'une utilisation d'un véhicule thermique. On est vraiment bluffé par cette autonomie et on peut vraiment se dire qu'on peut habiter à 30, 40 ou 50 km de Grenoble et faire un aller-retour au travail tous les jours de façon extrêmement sereine. On n'est vraiment pas, on n'a pas l'impression d'être dans un véhicule électrique avec ce problème de recharge de batterie permanente. Pour cette Kona électrique 64 kWh et 204 chevaux, le budget est de 44 000 €, une somme qui peut descendre jusqu'à 36 000 avec les aides de l'État. Avec ce modèle, pas de malus puisqu'il ne dégage aucune émission de gaz à effet de serre. À noter que les batteries ne sont pas en location et qu'elles sont garanties 8 ans. Alors pour cet essai aussi, on voudrait avec Yves remercier Luc qui a été un super pilote et Antoine pour les images au drone. Alors Yves, qu'est-ce que tu en as pensé de cette Hyundai Kona électrique ? Eh ben, une fois encore, on n'est pas de la génération électrique, nous, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des vraies améliorations sur ces voitures et qu'on se rapproche vraiment d'une utilisation, notamment en termes d'autonomie, mais même de puissance moteur, qui est très agréable et on s'y fait vraiment. Ça devient des véhicules qui commencent à être vraiment très
très intéressant, évidemment, dans des budgets raisonnables, hein, sans parler de la Tesla qui est, on va dire, hors concours en termes de budget. Alors vous, Olivier, justement, vous commentez la Formule électrique et vous avez aussi eu la chance d'en tester une, comme on est en train de le voir sur les images. Qu'est-ce que ça fait de passer d'une Formule 1 normale à cet engin qu'on voit là? Ça fait drôle, honnêtement, l'environnement est à peu près le même, hein. C'est une monoplace. Après, t'entends plus les pneus que le moteur, donc c'est vrai que c'est un peu c'est très différent. Maintenant, j'étais très sceptique et plutôt même critique, mais il faut reconnaître que la Formule 1, c'est un championnat différent de ce qui existe. Ça a beaucoup de succès et ça fait des courses qui sont très belles. C'est des nouvelles technologies, de nouvelles voitures, mais maintenant, je suis assez partie prenante que j'aime bien commenter ces courses. Alors justement, avec les circuits, vous avez lancé avec votre team. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu comment ça se passe et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure? Cette aventure de créer une équipe de course, c'était une aventure de copains. Mon ami Fabien Barthez, avec qui on est proche depuis longtemps, était pilote. On a couru dans la même équipe avec une Ferrari en GT. On a fait des championnats ensemble. Et un jour, à table, à un repas, il m'a dit « Pourquoi on ne ferait pas une équipe ?» Je lui ai dit « Non, mais t'es fou. Hein. Moi, j'avais toujours dit « Jamais je ferai une équipe de course. C'est trop dur, trop compliqué à gérer. Les partenaires. » Et puis, ils sont arrivés à me convaincre dans cette... à ce moment-là, je devais être en forme ou assez guilleret, mais j'ai dit « Ok, on se lance. » Et puis, bon, voilà. Aujourd'hui, on s'est lancé. Il fallait qu'on ait des partenaires qui... En fait, on l'a fait en 6 mois. Il fallait une équipe existante. On a contacté beaucoup d'écuries qui existaient, qu'on pensait très bonnes. Et on s'est attaché les services d'une équipe qui s'appelle Tech One, de Simon et Sarah Abadi, qui sont associés avec nous maintenant, qui ont sorti de grands champions français, même étrangers. Et on s'est associé avec eux. L'écurie est basée à Toulouse. Ça s'appelle Panis Barthez Compétition. Et on fait le championnat d'Europe ELMS et les 24 heures du Mans. Et on est très contents. Après, c'est énormément de travail. Mais on vit quelque chose ensemble qui est unique. Alors justement, la vie d'Olivier Panis aujourd'hui, comment ça se passe un petit peu? Vous vous partagez entre quoi et quoi? Alors j'avais dit que quand j'arrêterais la Formule 1, je prendrais une année sabbatique, je l'ai fait. Puis je me suis dit, je vais prendre des vacances et tout. En fait, ma femme m'a dit, il faut que tu reconduises, c'était très chiant. Donc j'ai rattaqué le trophée Andros, j'ai refait 4 fois le Mans. Et aujourd'hui, en fait, je pense que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de cette vie que j'ai eue pendant des années, j'ai besoin un peu de cette adrénaline. Et donc je travaille beaucoup je travaille pour Eurosport, comme on l'avait dit, je commente la Formule 1. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et à côté de ça, je m'occupe d'Aurélien, qui est rentré dans ce monde de la compétition automobile. Et évidemment, j'ai l'écurie qui, je pensais, allait me prendre 6 week-ends par an, mais en fait, pas du tout. Il me prend tout l'hiver pour les partenaires. Et puis, l'équipe est en train de grandir. On va peut-être faire du GT cette année. Donc, l'équipe est en train de grandir d'une façon assez exponentielle, mais honnêtement, on vit des choses quand même incroyables. En tout cas, merci beaucoup Olivier Panis d'être notre premier invité pour cette émission Arrêt au stand. Merci également à toi Yves pour tous ces tests et ces précisions. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro d'Arrêt au stand. Merci beaucoup. Merci. Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles vous a présenté Arrêt au stand.